Le président de la République participe au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Le président de la République réaffirme au sommet de Paris que notre pays est résolument engagé dans la lutte en faveur de la transition écologique en s'appuyant sur le grand potentiel dont il dispose dans ce domaine. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement supervise à Nouakchott le lancement d'une journée de sensibilisation sur les activités de l'Office national de l'assainissement. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial s'est ouvert ce matin à Paris avec la participation du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani. Ce sommet auquel avait appelé le président Emmanuel Macron lors de la COP27 vise à renforcer la résilience des pays les plus vulnérables face aux chocs économiques, aux impacts du changement climatique. À son arrivée, le président de la République a été reçu par la ministre française des Affaires étrangères et européennes, Madame Catherine Colonna. Il convient de noter que le sommet réunit une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que des responsables de grandes organisations internationales et des représentants d'institutions financières internationales, du secteur privé et de la société civile. Le sommet abordera des questions importantes liées à l'élaboration d'un nouveau pacte financier mondial qui saura faire face équitablement aux défis environnementaux et sanitaires et leurs diverses répercussions sur les pays du Sud en particulier, et de lutter contre les inégalités, de financer la transition climatique. Il vise plus globalement à construire un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire, plus réactif et plus juste, rompant ainsi avec les réponses fragmentaires, partielles et insuffisantes apportées jusqu'ici par la communauté internationale. Par ailleurs, le sommet de Paris a été marqué par une allocution du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, invitant les participants à une transition énergétique par la construction d'une économie verte, un préalable de la durabilité du développement et une condition de la survie même de la planète. Tout d'abord, vous allez me permettre, Président Adesina, de vous féliciter pour votre leadership en faveur de l'économie verte. Votre initiative d'organiser aujourd'hui cette rencontre est encore une fois un témoignage pour cet engagement, ce qui est important pour nous tous. Je remercie également la Banque islamique de développement, la Commission de l'Union européenne, Africa 50 et tous les autres partenaires dans le cadre justement de l'Alliance. L'Alliance, bien sûr, pour une infrastructure verte en Afrique. Je salue également mes collègues chefs d'État qui, mesurant l'importance cruciale de ce sujet, ont tenu aujourd'hui à être avec nous ici pour enrichir le débat de notre rencontre. Comme vous le savez, la transition énergétique par la construction d'une économie verte n'est pas seulement une condition de la durabilité du développement, mais aussi une condition de survie même de notre planète. La Mauritanie, dont les émissions à gaz à effet de serre sont pourtant très marginales, est résolument engagée dans la lutte en faveur de la transition écologique par l'exploitation de son potentiel d'énergie renouvelable, notamment éolienne et solaire. Nous avons ici porté
la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique de 18% en 2015 à 34% en 2020 et nous ciblons 50% en 2005. En outre, profitant de notre immense potentiel en énergie renouvelable, aussi bien éolienne que solaire, dont l'exploitation d'ici 2050 pourrait atteindre 4000 gigawatts, nous travaillons à développer d'importants projets d'hydrogène vert. L'hydrogène vert est la source d'énergie renouvelable qui possède le potentiel le plus important, tant pour assurer la transition énergétique que pour accélérer la croissance économique, la création d'emplois décents et la lutte contre la pauvreté. Le développement à grande échelle de l'hydrogène vert inscrira notre pays sur une trajectoire d'industrialisation rapide en assurant la transformation locale de nos économies, de nos énormes ressources à faire pour les transformer en un acier vert, en accélérant l'accès universel de nos citoyens à une électricité propre et à bon prix. La réalisation du potentiel de développement de l'hydrogène vert de la Mauritanie, comme celui des autres pays africains, bute cependant sur la contrainte majeure du financement. Les besoins en infrastructures, les ports, les routes, les chemins de fer, les réseaux électriques et autres, nécessaires pour permettre à la Mauritanie d'exploiter pleinement son potentiel d'hydrogène vert sont énormes. Et c'est là où l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique doit jouer un rôle primordial. Nous attendons d'elle qu'elle participe activement au financement de nos projets d'hydrogène vert et qu'elle nous accompagne efficacement en matière de renforcement de nos capacités. Je vous remercie. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ol-Sidi, a reçu en audience ce matin dans son bureau à Nouakchott l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Mauritanie, son Excellence Mme Isabelle Hen. La rencontre a porté sur les relations de coopération existantes entre les deux pays et les moyens susceptibles de les développer et de les renforcer. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sidi Mohamed El-Taleb Amar, a supervisé ce matin à l'ancien palais des congrès de Nouakchott le lancement d'une journée de sensibilisation sur les activités, les projets et programmes d'assainissement conduits par l'Office national de l'assainissement. C'est un compte-rendu de Bouakar Baylaba. L'hivernage commence à se manifester dans le pays pour la plus grande joie des agriculteurs et éleveurs. Cependant, l'hivernage s'accompagne souvent des désagréments, un moment redouté particulièrement dans le milieu urbain. L'organisation de cette journée de sensibilisation aux projets et programmes d'assainissement conduits par l'Office national de l'assainissement ONAS s'inscrit dans cette optique. Ainsi, l'ONAS veut mettre en lumière les efforts qu'il déploie durant les saisons marquées par des pluviométries exceptionnelles. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed El-Taleb Amar, a indiqué que le changement climatique représente un véritable défi qui nécessite des travaux pour créer les infrastructures appropriées capables de limiter les dommages et de prévenir de nouveaux impacts négatifs. Il a précisé que les projets d'assainissement constituent une variante importante du développement urbain. Le ministre a indiqué que le gouvernement entend lancer une série de projets à caractère urgent dans le but de sécuriser certains quartiers vulnérables des villes de l'intérieur susceptibles d'être inondés afin que les scènes survenues l'année dernière ne se reproduisent plus. À son tour, la vice-présidente de la région de Nouakchott, Mme Awa Sidibé, s'est réjouie du niveau des interventions réalisées dans le domaine de l'assainissement au cours de la dernière saison des pluies, soulignant le soutien de la région de Nouakchott à toutes les actions de nature à atténuer les répercussions des pluies sur les citoyens. À travers cette journée de sensibilisation, l'ONAS veut impulser une nouvelle dynamique d'activité
à même de réduire les désagréments causés par les eaux pluviales et les eaux usées. Notre plan d'action s'articule essentiellement autour de l'assainissement pluvial et l'assainissement des eaux usées. Cette année, nous sommes devant une année fort probable pluvieuse. Donc l'ONAS a déjà pris les dispositions nécessaires afin qu'elle puisse contribuer largement à la diminution des risques des inondations. À cela s'ajoute que nous avons entrepris un vaste programme d'assainissement dans certaines villes sous risque. Il s'agit en substance de la ville de Rosso. Donc nous avons démarré les travaux. La réception provisoire est prévue la semaine prochaine. Nous allons entreprendre incessamment également l'assainissement de la ville d'Attar, de Sidi Babi, de Kaïdi, d'Alek et bien évidemment d'autres villes. L'ONAS ne compte pas s'arrêter là. La structure s'emploie à lancer un ambitieux projet d'assainissement pour la ville de Nouakchott. Je voudrais quand même rappeler un point essentiel qui s'articule autour de l'assainissement de notre chère capitale, Nouakchott. Donc je rappelle qu'il y a un avis en manifestation d'intérêt qui a été lancé début du mois de juin. Nous attendons les propositions des entreprises vers le début du mois de juillet. Nous espérons qu'avec ce projet, on va régler un problème sérieux pour notre capitale. Au cours de cette journée de sensibilisation, les participants ont suivi un film documentaire sur les programmes et projets exécutés par l'Office national de l'assainissement au niveau des différentes wilayas du pays. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'Azour, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, a tenu aujourd'hui dans son bureau à Nouakchott une séance de travail avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem Bouhoubaini. La réunion a porté sur l'évaluation par les deux parties de leur niveau de partenariat. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a loué l'accord de partenariat signé il y a plusieurs mois avec la Commission nationale des droits de l'homme, visant à conjuguer leurs efforts pour la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Le président de la CNDH a quant à lui noté que la Commission reçoit des plaintes qu'elle transmet à Ta'Azour s'inscrivant dans le cadre des droits socio-économiques des citoyens. Nous allons au Qarbi et plus précisément à Ayoun, où le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Emin Mohamed El Haj, et le wali du Hawd al-Qarbi, M. Ahmed Mamadou Kelly, ont supervisé hier le lancement des travaux d'extension des directions régionales de la santé du Hawd al-Qarbi et au Guidimara, qui seront dotés d'entrepôts frigorifiques régionaux de stockage des vaccins et sérums. C'est un compte-rendu de Yed Alifal. Le secrétaire général du ministère de la Santé a supervisé la pose de la première pierre du projet d'extension de la direction régionale de la santé à Ayoun. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné dans son mot que le projet INAYA vise à soutenir le département de la santé dans sa volonté de construire des extensions qui permettent au centre de pouvoir conserver les médicaments essentiels pour une longue durée et dans des conditions standards. Le président de la région du Hawd al-Qarbi à cette occasion a rappelé que les habitants de la région apprécient à sa juste valeur ces réalisations qui répondent à leurs préoccupations. Le maire de la ville d'Ayoun a noté avec satisfaction cette réalisation qui vient s'ajouter à bien d'autres. La représentante de la Banque mondiale a rappelé l'importance pour son institution de soutenir le projet INAYA, notamment dans son volet santé. La délégation a entrepris une visite des lieux qu'il a conduite dans les infrastructures sanitaires locales. Le secrétaire général a tenu une réunion avec le personnel de santé dans la ville. La représentante de la Banque mondiale et les responsables du projet INAYA se sont rendus au centre de santé de Gougui Zemel et celui de Kobeni.
Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le Programme des Nations Unies pour le développement, a organisé ce jeudi à Nouakchott un atelier portant sur la contribution du secteur de l'habitat et l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques. C'est un compte rendu cette fois-ci d'Amina Mtakhlil. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le Programme des Nations Unies pour le développement, a lancé les travaux d'un atelier sur l'élaboration d'une stratégie nationale visant à adapter les plans du secteur de l'habitat avec les changements climatiques pour la période 2021-2030. La rencontre, à laquelle participent des cadres du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et du Développement durable, aux côtés d'experts nationaux, vise à approuver le plan d'action du secteur de l'habitat dans le cadre de la stratégie sur le changement climatique. Ouvrant l'atelier, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Oulbanan, a indiqué qu'il s'agit d'étudier la contribution du secteur à cette stratégie qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Il a souligné la nécessité d'œuvrer pour offrir une vie décente aux citoyens. Il a ajouté que le secteur de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a travaillé à la préparation d'une étude stratégique qui respecte pleinement les recommandations et normes approuvées au plan national et international en tenant compte de la problématique du changement climatique. Il a également passé en revue les différents projets consacrant la volonté du secteur de respecter les engagements du gouvernement à cet égard, dont la construction de 50 logements à l'aide de matériaux locaux à Célibabi, en plus de l'aménagement de places publiques avec l'emploi des mêmes matériaux. Il a en outre parlé du démarrage d'études pour la construction de barrières de sable, la protection de certaines villes de l'intérieur du pays contre les effets dévastateurs des pluies torrentielles, ajoutant que le secteur travaille actuellement sur la réalisation d'espaces verts à Nouakchott et la finalisation du plan national d'aménagement du territoire basé sur un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation de la ville de Nouakchott. Il s'agit d'un cadre d'engagement qui est intitulé « Contribution déterminée au niveau national ». Cette contribution pour la Mauritanie, elle a été actualisée en 2021 et portée au plus haut niveau par le président de la République lors du sommet de Glasgow en 2021. Et quand je dirais portée, je dirais la présentation des résultats attendus de la Mauritanie et des contributions attendues de la Mauritanie. À cet effet, il a été retenu de mettre en place un plan de mise en œuvre, un plan national de mise en œuvre de cette contribution. Quant aux partenaires techniques au développement, il a apprécié l'organisation de l'atelier, réitérant l'appui du programme à notre pays. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a accompagné le gouvernement de la République islamique de Mauritanie à réviser, actualiser sa contribution déterminée nationale. Pour son opérationnalisation, également, le PNUD accompagne le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans son processus de planification sectorielle, mais dans une approche qui soit inclusive et participative de l'ensemble des secteurs de l'État. Il est à noter que la rencontre à laquelle participent des cadres des ministères de l'Environnement, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et d'autres de l'Environnement et du Développement durable aux côtés d'experts nationaux vise à approuver le plan d'action du secteur de l'habitat dans le cadre de la stratégie sur le changement climatique. Le troisième contingent de nos pèlerins est arrivé hier soir à la Mecque en provenance de Médine après avoir terminé les 40 prières à la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Interrogés par Al Mauritania, des pèlerins ont apprécié les conditions de transport et d'hébergement à Médine et à la Mecque, saluant les efforts déployés par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour organiser le Hajj dans des conditions adaptées à cette obligation. La mission officielle accompagnant les pèlerins leur a fourni un séjour confortable à la Mecque afin qu'ils puissent accomplir le Hajj dans des conditions confortables.
Nous vous invitons à présent à suivre les hauteurs de pluie tombées ces dernières 24 heures dans différentes zones du pays, selon le réseau administratif du commandement du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Nous restons sur cette page de météo pour évoquer la pluie au Gorgol après plusieurs jours marqués par de fortes chaleurs. C'était hier soir lorsqu'une légère pluie s'est abattue sur la ville de Kaïdi, faisant le bonheur des habitants qui s'apprêtent à vivre un bon hivernage. Bokar Bay là-bas. L'hivernage commence à s'installer à l'intérieur du pays. À Kaïdi, les habitants se sont réveillés avec une pluie qui annonce un bon hivernage. Une saison très attendue par les agriculteurs et éleveurs. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi les citadins. Justement, les habitants affirment que cette pluie redonne de la fraîcheur à la ville et tous formulent le vœu pieux pour que l'hivernage de cette année soit à la hauteur de leurs espérances. S'il y a un service compétent dans la ville de Kaïdi qui scrute le ciel nuit et jour pour prévoir les pluies et autres aléas climatiques, il s'agit bien évidemment de l'Office national de la météorologie. La structure ne ménage pas ses efforts pour donner des prévisions. Selon le directeur de l'antenne régionale, Cheikh Mohamed Mahmoud, l'hivernage s'annonce excellent dans la wilaya du Gorgol sur la base des prévisions. Il précise que la pluie qui s'est abattue hier sur la ville de Kaïdi est un signe annonciateur d'une grande saison pluvieuse. En somme, l'hivernage est une saison qui symbolise le retour au terroir pour s'adonner en grande partie à l'élevage et à l'agriculture, mais aussi au tourisme. On ferme ce journal par un détour à Amourj dans le Hawd al-Sharqi où un réseau d'alimentation en eau potable a été inauguré dans les villages d'Amourj, Ad-Delbagro, Al-Safa et Dar Naïm. Le réseau qui va profiter à un millier de familles s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement avec l'appui de nos partenaires au développement pour assurer l'accès des populations rurales à l'eau potable. Retour à Yed Alifal. Ce sont 4 localités dépendantes de la Muqata'a d'Amourj qui bénéficient de cette infrastructure. Amourj-Julbul, la Safa, Dar Naïm et Riqada sont les villes qui seront alimentées en eau potable par ce château d'eau. Le Hakam d'Amourj, M. Omar Oulali,
a loué cette réalisation qui a pu voir le jour, a-t-il dit, grâce à la volonté politique, et a rappelé l'importance de l'entretenir. Cette infrastructure doit permettre aux habitants de cette localité d'avoir de l'eau potable à leur portée, a rappelé le Hakam. Plusieurs autres intervenants ont rappelé l'importance de l'eau potable pour l'être humain. Au nom des habitants de la localité, le maire d'Amourj a remercié Riposte et Grec pour cette importante réalisation. Le président de la République participe au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Le président de la République réaffirme au sommet de Paris que notre pays est résolument engagé dans la lutte en faveur de la transition écologique en s'appuyant sur le grand potentiel dont il dispose dans ce domaine. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement supervise à Nouakchott le lancement d'une journée de sensibilisation sur les activités de l'Office national de l'assainissement. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania.